C'est pour ça qu'on a mis en place, pour pouvoir maîtriser les espaces, les groupes, pardon, on a mis en place ces espaces de parole régulés, avec 5 règles que je vais me contenter, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, de citer. On aura l'occasion d'en reparler sans doute pendant l'échange. La première règle, une émotion se dit, ne se contredit pas. Ça veut dire que si vous exprimez, très concrètement, les enfants sont rassemblés, que ce soit en maternelle, en primaire ou en secondaire, autour de l'enseignant, et sortent un émoticône, c'est-à-dire une émotion, 4 émotions de base: tristesse, colère, peur, joie. On donne la parole essentiellement à ceux qui ont des émotions d'évitement. Ceux qui sont contents n'ont pas de problème, et donc ce n'est pas eux qui auront la parole, et ils sont amenés à dire une émotion. Quand une émotion peut se dire sans se contredire, elle va effectivement cultiver l'intelligence émotionnelle de l'enfant, qui va identifier son émotion, y mettre des mots, et ne risque pas, à un moment donné, de laisser parler des marqueurs somatiques qui ne s'expriment que lorsque votre émotion est nuancée ou contrariée ou rendue illégitime par l'environnement. Si vous dites « je suis en colère » ou « je suis triste parce qu'on se moque de moi, parce que je suis rond », personne n'a à vous dire que c'est de l'humour, que c'est pas de la moquerie. Celui qui détermine si on est dans l'humour ou la moquerie, ce n'est pas l'émetteur du message, c'est son récepteur. Chaque fois que vous faites une blague, vous dites « c'est pour rire », ce n'est pas à vous à dire si c'était pour rire. C'est à celui qui l'a reçu à déterminer si oui ou non il a trouvé votre plaisanterie blessante. Et là, on va déterminer la différence conceptuelle entre l'humour, le sarcasme, l'ironie ou la moquerie. Donc, première règle, une émotion se dit, ne se contredit pas. Deuxième règle, c'est l'adulte et exclusivement lui qui donne la parole. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des bâtons de parole. Ça correspond mieux, selon nous, à la véritable définition de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la parole pour tous, c'est la parole pour chacun. La parole pour tous, l'exemple typique, c'était l'émission de Pollack. Vous aviez 80 personnes sur un plateau, et la parole à celui qui parle le plus vite, avec la formule la plus percutante et de manière la plus convaincante. Ça redonnait le pouvoir, lorsque vous avez un espace de parole qui n'est pas régulé, ça redonnait le pouvoir aux enfants dominants. Beaucoup d'espaces dans lesquels vous avez des paroles qui circulent chez l'enfant, et les écoles dites plus égocentrées en ont démultiplié, avec des conseils de participation, des conseils d'enfants, etc. Très intéressants, mais qui ne permettent pas de gérer la problématique du harcèlement, parce que l'enfant dominant va reprendre très très vite le pouvoir. On sait que dans ce type d'espace de parole, 20% des enfants prennent en compte 80% du temps de parole, toujours les mêmes. Donc, deuxième règle, c'est l'adulte et exclusivement lui qui prend, qui donne et qui reprend la parole. Troisième règle, on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Il ne s'agit pas de demander à un enfant dominé de faire le procès d'un enfant dominant. Il n'en a ni la force et il n'est pas en mesure de le faire. Et donc, on parle d'une situation théorique qu'on va démonter. C'est le petit garçon roux qui dit « je suis triste parce qu'on se moque de moi ». Pas parce qu'un enfant en particulier se moque de moi, et on n'est pas en train d'amener l'autre à se justifier. À partir de là, on va cultiver évidemment l'intelligence émotionnelle des enfants, et on va utiliser les émotions comme quelque chose qui va faire bouger la classe. Parce que la quatrième règle, qui est pour nous essentielle, elle suppose que ce n'est pas à l'enseignant à trouver systématiquement des réponses à toutes les difficultés des enfants. Simplement, l'enseignant demande au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est en difficulté, qui est en détresse émotionnelle. Et là, on va constater un phénomène qui existe et qu'on constate dans tous les groupes humains. Quand l'empathie diminue individuellement, elle augmente collectivement. Pour des raisons tout à fait compréhensibles. Si vous avez effectivement une position dominée, par exemple, et que vous risquez un jour d'être victime du harcèlement, vous allez très très vite intervenir pour venir en aide à celui qui est en difficulté, parce que vous craignez qu'un jour vous soyez dans la même difficulté que lui. Et si le niveau d'empathie générale des enfants, on le sait, diminue, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui sont liées au contexte d'hyperparentalité, eh bien, collectivement, ce niveau a tendance à augmenter, et l'enseignant trouve très vite des ressources dans sa classe, pour autant qu'il soit en mesure de ne pas lui-même chercher des solutions, trouver des solutions ou faire des propositions qui bloquent cette ressource essentielle qu'est l'intelligence collective, qui est une intelligence sous-exploitée à l'école. Cinquième règle, c'est la permanence, la récurrence et la stabilité des lieux, parce que, évidemment, ce ne sont pas uniquement des lieux qui doivent s'ouvrir dans la crise, sinon vous obligez l'enfant à
Ce sont des espaces réguliers, dont la temporalité est fixée au rythme que l'enseignant a choisi, mais qui sont de toute façon réguliers, récurrents et systématiques. On ne ferme jamais ces lieux, même quand tout semble aller bien, ce qui est relativement rare à l'école, puisque les climats de classe, on les fait, c'est quelque chose qui nécessite une maîtrise permanente. Alors, il me reste quelques secondes pour répondre à ce papa, à ces trois papas qui viennent trouver un directeur d'école. Évidemment que lorsque l'espace de parole existe, la réponse de la direction, c'est de dire « Allez, dites à votre enfant d'en parler à l'espace de parole, et si ça ne va pas mieux, venez me revoir, on en rediscutera. » Parce que vous ne pouvez pas saturer un lieu magiquement en disant « Parlez-en à l'espace de parole et tout ira bien ». Effectivement, on sait qu'on va réduire. Là, on est de l'ordre de 85 à 95% des situations de violence qui sont réduites. Il en reste quelques-unes qui ne le sont pas, qui là vont être prises en charge par les partenaires naturels de l'école, que constituent les AMO et les PMS, qui dans un cadre préventif généralisé comme celui-là, ne sont plus saturés comme ils le sont actuellement de situations de harcèlement qui très souvent, effectivement, viennent grossir les rangs des demandes qui leur sont faites, avec le risque de saturation du système qu'on connaît actuellement. L'idée de mettre en place des schémas préventifs permet d'utiliser alors l'énergie pour les quelques situations très problématiques qui échappent au contrôle de l'école, parce que le but n'est pas de faire des écoles, des îles, avec des projets scolarocentrés, mais d'en faire des espaces qui sont connectés à l'ensemble de la communauté éducative, avec comme intention, comme le disait Willy en introduction, de laisser chacun à sa place. La place d'un parent, ce n'est pas dans l'école, c'est en dehors de l'école, mais confiant dans ce qui se fait à l'école. Si je vous dis que votre enfant est en train de souffrir actuellement, vous n'aurez qu'une envie, c'est de rentrer dans l'espace dans lequel il émet cette souffrance pour essayer de contrôler ce qui s'y passe. Eh bien, c'est ce que font les parents, quand soit par intrusion symbolique, en faisant des procès à l'école, soit par intrusion physique, en débarquant sur la cour de récréation, ils finissent à un moment donné par ne plus être à leur place et par agresser une école qui alors va manifester des tas de schémas défensifs. La mise en projet de l'école permet à l'enseignant d'être à sa place, aux parents de rester à sa place, parce que la vraie place du parent, c'est celle-là, en dehors de l'école, mais confiant dans ce qui s'y passe, et à l'école de se nouer avec ses différents partenaires. C'est pour ça que l'expérience menée à Charleroi est pour nous d'une importance fondamentale, parce que c'est celle qui, le plus systématiquement, ce projet se développe dans beaucoup d'autres espaces qu'à Charleroi, mais à Charleroi, on a ce schéma méthodologique qui lie systématiquement l'école à son environnement de support que constituent les AMO et les PMS. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour cette synthèse du projet.